that first-hand experience is the real thing for me that we need to pass on to a younger generation. Il revient à ce qu'il disait tout à l'heure des vrais documentaires et des vraies images, et du pouvoir de ces images-là, parce que lui, d'une génération où il a pu rencontrer, quand il était jeune gamin et plus tard à Glasgow, rencontrer des gens qui étaient dans la guerre, qui ont fait la guerre. Et dans les pubs, il a pu parler avec ceux qui voulaient en parler, ce qui n'était pas toujours le cas. Et son grand-père lui-même a fait la guerre. Et donc, là aussi, on trouve la vérité de ces visages. And so to finish, I'm always very happy when a young audience sees my film. My film is not so much about the war as about the effect of the war on young men. We only shot in the trenches for 3 days. The rest of the time we were in the grounds of the hospital. So one thing was that the young actors completely understood and identified with the young men who fought in that war. It took that amount of time for them to understand this. So that's why I'm always very happy when I get a young audience in, because even though we mythologize and we invent, it's very important to tell the story. Donc il est toujours très heureux lorsque des jeunes sont dans le public pour voir son film. Parce que son film n'est pas sur la guerre, il est sur les conséquences de la guerre sur les jeunes. En fait, ils ont tourné 3 jours dans les tranchées. Et après, le reste du film se passe dans l'hôpital. Et les acteurs qui jouaient les soldats, et qui étaient des jeunes gens de l'âge des personnages qu'ils interprétaient, il leur a suffi de 3 jours de tournage, donc une reconstitution, pas la réalité. 3 jours de tournage dans des tranchées pour comprendre complètement et quasiment physiquement ce que les gens qu'ils interprétaient avaient pu ressentir. Et voilà pourquoi, et donc lui considère que son rôle, le rôle des réalisateurs, c'est de transmettre cela aux générations futures. Moi, je voulais juste aborder un peu dans le sens là, de ce que vient de dire Gélus. Effectivement, quand on prépare juste avant l'orage, on a visionné des tas de documents et tout ça, et on s'est rendu compte avec le monteur assez rapidement que les images qu'on a en tête justement de cette Première Guerre mondiale, la plupart, ça vient de films de fiction. Moi, comme beaucoup de gens, je croyais que c'était des documents, mais en fait, il y a un film en particulier qui est le film allemand, là, Rien de nouveau sur le front de l'Ouest, et beaucoup d'images que vous avez vues avant sur des trucs à la télé, comme ça, les documentaires sur le gars, en fait, ça vient des films de fiction. Donc, je crois qu'on est tout à fait un petit peu dans le sujet de ce que vous disiez là tout à l'heure. Qui veut intervenir? Qui veut répondre? En effet, c'est juste pour ajouter une précision que l'Australie, ils ont envoyé des caméramans en 1916 parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de recours des Australiens en guerre. Donc, ils voulaient, le ministère de guerre a nommé deux caméramans. Qui n'était pas tout à fait satisfaisant parce que la première, c'était un photographe plutôt renommé à Sydney qui s'appelait Frank Hurley. Il faisait des photos très artistiques et bon, il était là sur le front de l'Ouest. Il faisait des photos, mais il n'était pas tout à fait fiable parce que quelquefois, s'il avait raté une action, il demandait aux soldats de le répéter. Donc, il faisait des reconstructions. Et puis, oui, et puis il avait des négatifs, j'imagine, sur verre à l'époque. Hein. Et il les trafiquait aussi. Donc, il avait la bataille dans les tranchées et au-dessus, il y avait des avions, de petits avions de l'époque qui étaient complètement faux. Donc, il a été renvoyé. Et il y avait un autre qui est venu, qui s'appelait Hubert Wilkins, qui... ces hommes étaient vraiment, c'était l'époque, c'était des aventuriers. Ils avaient été au pôle sud avec Shackleton et Mawson, donc ils ont laissé des records de cette exploration. Et puis ils étaient des pionniers aviateurs aussi, et aussi dans la photographie. Donc la deuxième, il était connu au front pour son courage, parce qu'il était toujours dans la bataille. Il a souffert, il était blessé, il a perdu l'ouïe, de l'oreille, mais bon, il a survécu.
Et les hommes l'aimaient beaucoup à cause de son courage. Et puis, quelquefois, il amenait les blessés en sécurité. Mais il était très cher en appareil photographique. Parce qu'on peut imaginer, hein, avec les obus et tout ça. Donc, il fallait remplacer assez souvent ces caméras. Voilà. Mais non, c'est ça que je voulais dire, qu'ils ont laissé de petits films, mais il en reste très très peu, mais c'est surtout des villages du nord de la France en ruine, et puis le champ de bataille avec un tronc d'arbre et tout un peu de fumée, voilà, ils posaient l'appareil et s'il y avait de l'action, bon, ils filmaient, sinon ils filmaient quand même. Voilà. Mais c'est intéressant. Bon, on est avec toutes ces interventions, on est vraiment au cœur de notre sujet, c'est-à-dire, on a dit le pouvoir de l'image, le pouvoir du film, et en particulier de savoir qu'est-ce qui est le plus fiable, le soi-disant reportage documentaire par des journalistes ou des caméramans envoyés sur place, ou les films qui ont été construits après et qui donnent une interprétation du conflit. Et c'est là que les deux peuvent se compléter et montrer justement cette évolution de la réflexion sur le conflit. Alors, qui veut intervenir là-dessus? Et puis on va vous laisser intervenir aussi. Vous avez certainement des questions et des remarques à faire. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Elle a une bonne voix. Non, mais il y a quelqu'un qui a déjà levé. Oui, bon, vas-y. Oui, non, justement sur la question des images d'archives, Oui. je suis un peu étonnée parce que vous venez de dire, parce que j'avais l'impression, donc je suis enseignante, je suis professeur d'anglais, j'ai travaillé pas mal sur la Première Guerre mondiale récemment avec des élèves, et j'ai trouvé beaucoup de choses sur les sites de commémoration de la guerre, notamment, je pense sur la Nouvelle-Zélande. Et sur le site de la télévision néo-zélandaise a produit une dizaine de documents qui sont vraiment remarquables et qui sont vraiment d'une taille idéale pour un enseignant de lycée parce qu'ils durent une dizaine de minutes. Et je pense notamment, j'ai montré à mes élèves par exemple un reportage sur un documentaire sur un Maori qui s'est engagé et qui a combattu aux Dardanelles notamment. Et aussi un autre sur un objecteur de conscience et qui raconte, enfin, le documentaire explique qu'ils ont été à un moment donné envoyés de force, mis de force sur le bateau et envoyés d'abord aux Dardanelles puis dans le nord de la France. Et il y a, enfin, d'après, mais peut-être, je suis en train de me demander si je me suis trompée en interprétant les images, il y a beaucoup d'images qui ont l'air d'être des images d'archives. Et oui. J'avais l'impression, de même sur le site de l'Imperial War Museum de Londres, où j'ai aussi pris pas mal de choses. Et moi, ce que j'ai dit aux élèves, alors je me suis peut-être trompée, c'est qu'il y avait, le cinéma étant tout jeune, il y a des gens allant beaucoup au cinéma, les pays utilisaient les actualités, parce qu'on a l'impression que c'est des images d'actualité qui étaient montrées dans les cinémas avant les films, et donc je me disais que c'était, voilà, ça faisait partie de la propagande, et j'ai dit aux élèves, vous vous rendez compte, voilà, il y a déjà beaucoup d'images vraiment de la guerre. Donc là, maintenant, je me demande, et je pose la question là aux cinéastes et aux historiens, parce que j'avais l'impression, alors bien sûr, c'était un certain aspect de la guerre, mais on voit les soldats aller au combat, des images aussi de bataille, parce qu'on voit fuser les obus, etc. Voilà, je me pose des questions, sachant que c'est des choses que j'ai pas pris n'importe où sur des sites peu fiables, mais sur des sites de commémoration du centenaire, sur notamment donc, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, les États-Unis aussi. Oui, on va être plusieurs à intervenir là-dessus, parce que d'abord, ce sont des images d'archives peut-être utilisées dans les actualités, mais à quelle époque, c'est ça? Parce que apparemment, jusqu'en 1916 au moins, les images d'archives montrent les préparations militaires dans les casernes, la montée au front, éventuellement la montée à l'assaut, mais jamais ensuite l'état des cadavres dans les tranchées, etc. Ça, c'était totalement censuré. Oui, effectivement, je crois qu'il y en a, mais c'est surtout vers la fin de la guerre.
Mais c'est vrai, et ça c'est quelque chose donc, que moi j'ai trouvé, et dans Geles aussi, que quand j'étais étonné de voir combien des images que moi j'avais vues auparavant, que j'avais pris dans des documents, qui étaient en fait tirés dans des films de fiction ou de reconstitution. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait eu beaucoup de... Parce qu'il me semble avoir lu quelque part qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient filmées, mais qui effectivement peut-être n'ont pas été montrées pendant des décennies. Mais je ne sais pas. Oui, dans la prolongation de ce qui vient d'être dit, hein, de l'échange qui a eu lieu, moi je pose naïvement une question, je la pose à messieurs les réalisateurs. Est-ce que, si vous voulez, le caractère du matériel dont on disposait à l'époque, hein, n'impliquait pas le fait que se trouvaient du même coup exclus les scènes de bataille, les scènes de combat, à proprement parler, et que tout ce qu'on ait pu filmer, c'était des scènes préparatoires au combat, voilà, des scènes de paysage, parce qu'il me semble que le matériel était un matériel pesant, fixe, etc., qui n'était pas maniable, comme peut l'être le matériel dont disposent aujourd'hui les photographes et les cinéastes, qui peuvent aller au contact du combat et qui peuvent filmer directement. Voilà. Donc, mais je pose la question à... Well, one thing which I realised, this is not quite answering the question, but one thing that was very clear to us, if I ever made another film about the First World War, I think 50% of the film would consist of people cleaning things. C'est pas une réponse directe, mais la réponse, enfin ce qu'il dit, ce qu'il voulait dire, c'est que s'il refait un film sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale, 50% du film, ce seront des images qui montrent des gens en train de nettoyer les choses. Because what we found was, it was interesting that we reproduced what it would look like, and it was very, very cold, and we worked all night, but nobody was shooting at us. That was fabulous. Donc, eux, ils ont refait ça, ils ont travaillé la nuit, il faisait très très froid, ils ont travaillé toute la nuit, mais il n'y avait personne qui les canardait, et ça c'était fabuleux. But it is incredible how much time we spent cleaning the camera. I mean, really, 50% of the time trying to move from one place in the mud, you know, going up to your knees, to another place, and then clean the camera again. Et justement, donc, il a passé un temps fou à nettoyer entre autres la caméra, hein, pour la déplacer d'un endroit à l'autre, et en pataugeant dans la boue jusqu'aux genoux, on pose et on recommence à nettoyer. So it must have been the same with guns, or any equipment at all, which were there. And I think it's quite important, because when I think of the experience of these young men, personally, I tend to think, what would it be like to feel wet all the time, wet and cold, and to sleep through the night with people shelling you, never mind all, I mean. Et donc en fait, il suppose bien sûr que c'était exactement la même chose avec les fusils qu'il fallait sans arrêt nettoyer. Et ce qui l'a frappé aussi, c'est qu'il s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait être comme sensation d'avoir froid tout le temps, de dormir dans la boue et dans l'eau glacée tout le temps, et de voir des gens qui vous bombardent en permanence. But I think to answer maybe a question about how did, I think you asked, how did these young men manage to maintain this? Well, I think perhaps it's universal that young men in this situation, they form very powerful bonds with one another, and they all depend upon one another, and that becomes their family. And I think this is a universal thing with soldiers, you know. Donc en fait, Georges, je réponds à ta question, mais la question que tu avais posée avant, pas sur le matériel, il dit la question elle ensuite dit, mais comment était-il possible pour ces gens de tenir le coup, de continuer le combat? Eh bien, il dit que les jeunes, parce que c'était des jeunes hommes qui étaient au combat, les jeunes hommes, surtout dans ces situations-là, forment des liens très forts entre eux, et ils dépendent les uns des autres, et c'est justement en comptant les uns sur les autres qu'ils continuent à avancer. Oui, mais puisqu'on aborde cette question, je voudrais dire
puisqu'on aborde cette question, qu'on fait la réalité de la guerre, pour nous, c'est l'offensive, mais la réalité de la guerre, la réalité quotidienne de la guerre, ce n'était pas que l'offensive. L'offensive, c'est le temps exceptionnel, c'est le moment exceptionnel. Il y a la vie quotidienne sur la tranchée. Et la vie quotidienne sur la tranchée, si vous voulez, c'est le train-train quotidien. Et un train-train quotidien que souvent, par une sorte d'accord tacite entre les belligérants, on ne veut pas troubler, à la différence peut-être de ce qui se voit dans les guerres modernes, ce qui se voit depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout dans les guerres auxquelles on assiste aujourd'hui. Le sniper dans la Première Guerre mondiale est pratiquement inconnu. Vous voyez? Donc les tranchées peuvent être à 100 mètres de distance, on ne passe pas sa journée à guetter l'adversaire et à lui tirer dessus. Ce qui fait qu'à côté de l'offensive, il y a le train-train quotidien. Hein? Et on survit. On survit. Et il y a même, on l'a vu dans certains films, et on l'a vu, je ne sais plus dans quel film que nous avons vu, ah oui, c'est lequel, la scène de fraternisation. Ah oui. Il y a même des moments de grâce qui sont tout à fait exceptionnels, hein, comme la Noël 1900, la Noël 14, où il y a des moments de fraternisation, c'est-à-dire que les soldats au quotidien ont voulu, et c'est une forme de résistance à la guerre, ont voulu lutter contre l'ensauvagement que la guerre imposait. Voilà. Donc ils trouvent un modus vivendi, si vous voulez. What was the score in that football game? What was the score? Quel était le score final de ce Alors, non. Ça c'est le train-train. Mais après, il y a l'offensive. Et l'offensive, c'est une autre paire de manches, évidemment. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Hein? Oui, je voulais juste peut-être reprendre un petit peu la question d'offensive, ça par rapport à la documentaire d'un côté, et puis les films de fiction de l'autre côté. Je pense que c'est deux expériences qui sont totalement différentes. Avec le documentaire, on est dans voilà, une sorte de réalité, je dirais la vraie réalité. Mais dans un film de fiction, on est dans une autre sorte de réalité qui est la réalité de l'artiste qui a fait ce film-là. Et ça fait que, par exemple, quand on lit aujourd'hui Homère, quand on lit Virgile, quand on lit Hérodote, on peut revivre exactement ce que c'était de faire la guerre à ce moment-là. Et donc un film de fiction, comme le film de Guélis, comme ça, c'est une autre approche qui nous fait vivre, peut-être à l'intérieur de nous, cette façon de ce que c'est de faire ces expériences, c'est-à-dire de revenir contre des expériences comme ça. Et ça, c'est l'écrivain, le cinéaste, le réalisateur là, qui peut nous faire vivre ces expériences-là. Donc c'est deux choses très différentes, je crois.